Si tu as déjà ressenti ce silence étrange au milieu d'une conversation, comme si tes mots mouraient avant même d'atteindre l'autre, comme si un mur invisible se dressait entre ta pensée et leur compréhension, alors tu connais cette solitude particulière qui naît non pas de l'absence des autres, mais de leur présence même. C'est une douleur silencieuse que personne ne voit, une frustration que tu ne peux expliquer sans paraître étrange ou distant. Tu te retrouves là, au milieu du bruit social, entouré de voix qui s'entrechoquent, de rires qui résonnent, de conversations qui se multiplient, et pourtant quelque chose en toi demeure inexplicablement seul. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un manque de confiance superficiel, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, quelque chose qui touche à la structure même de ta psyché. Jung appelait cela une conscience intuitive, des dynamiques inconscientes, cette capacité étrange et parfois douloureuse de percevoir ce qui se joue réellement sous la surface des échanges humains. Tu vois les masques, tu sens les non-dits, tu détectes les projections, et cette lucidité même te coupe parfois de la spontanéité sociale que les autres semblent posséder naturellement. Alors, tu te tais non par peur, mais par une forme de sagesse précoce que ton système nerveux a développée pour te protéger du chaos émotionnel des interactions superficielles. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit, ce que la psychologie profonde révèle avec une clarté bouleversante. Cette difficulté que tu ressens dans la communication n'est pas un défaut, c'est le signe d'une sensibilité psychologique développée. Les recherches en neurosciences sociales montrent constamment que certains cerveaux sont câblés pour une perception plus fine des dynamiques relationnelles, pour une détection plus subtile des incohérences entre les mots prononcés et les émotions réellement ressenties. Matthew Lieberman a démontré que notre cerveau social possède des circuits spécifiques qui évaluent en permanence l'authenticité des interactions. Et chez certaines personnes, ces circuits sont particulièrement actifs, particulièrement sensibles. Ce que tu vis n'est donc pas une faiblesse conversationnelle, c'est une conscience accrue qui perçoit trop, qui ressent trop, qui comprend trop pour se satisfaire des échanges de surface. Jung lui-même était fasciné par cette capacité qu'ont certains êtres à voir, à travers les apparences sociales, à détecter les ombres que les autres projettent inconsciemment dans leurs paroles. Cette lucidité peut créer une distance, certes, mais elle ouvre aussi la porte à une forme de communication infiniment plus profonde, plus authentique, plus transformatrice. Le problème n'est donc pas que tu ne sais pas parler. Le problème est que tu as besoin d'un type de dialogue que notre culture sociale moderne a presque complètement oublié. Et c'est précisément là que commence la vraie transformation, car ce que Jung a découvert sur la psyché humaine va transformer à jamais ta façon de communiquer. L'intelligence conversationnelle authentique n'a rien à voir avec l'éloquence superficielle, avec la capacité à dominer verbalement les autres, avec cette performance sociale qui épuise autant qu'elle impressionne. Non, la vraie maîtrise du dialogue repose sur quelque chose de radicalement différent. La conscience psychologique profonde des mécanismes inconscients qui gouvernent toute interaction humaine. Quand tu comprends comment fonctionne réellement la communication au niveau de l'inconscient, quand tu saisis les dynamiques de projection, de transfert, de résistance qui se jouent dans chaque échange, alors tu n'as plus besoin de techniques manipulatrices ou de formules rhétoriques préfabriquées. Tu deviens simplement quelqu'un dont les mots résonnent avec la vérité profonde de l'autre, quelqu'un dont la présence même crée un espace où l'authenticité devient possible. Ce voyage que nous allons faire ensemble n'est pas un cours de rhétorique, ce n'est pas un manuel de persuasion, c'est une exploration de la psyché humaine à travers le prisme de la communication consciente. Nous allons découvrir ensemble pourquoi certaines personnes parlent peu, mais sont écoutées profondément, pourquoi certains mots touchent l'âme quand d'autres glissent sur la conscience, pourquoi l'écoute authentique possède plus de pouvoir que tous les discours brillants du monde. Et surtout, nous allons comprendre comment transformer ta sensibilité psychologique, cette chose que tu as peut-être toujours vécue comme un fardeau, en ta plus grande force conversationnelle. Le silence que tu portes n'est pas un vide,
C'est une profondeur que les bavards ne peuvent atteindre. Cette vérité, Jung l'a comprise en observant ses patients les plus introvertis, ceux qui semblaient socialement maladroits, mais qui possédaient une richesse intérieure stupéfiante. L'introversion, dans la conception jungienne, n'est absolument pas une pathologie sociale à corriger, c'est un mode de fonctionnement psychologique où l'énergie vitale se dirige vers l'intérieur, vers la contemplation, vers la réflexion profonde avant l'expression. Quand une personne introvertie se tait dans une conversation, ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle est en train de traiter l'information à un niveau de profondeur que l'échange superficiel ne permet pas d'exprimer. Son cerveau analyse les sous-textes, détecte les contradictions émotionnelles, perçoit les dynamiques de pouvoir cachées, et cette richesse de perception crée naturellement une pause, un temps de latence que notre culture de la réactivité immédiate interprète à tort comme de l'incompétence sociale. Mais voici ce que les recherches en neurosciences révèlent. Ce temps de réflexion n'est pas une lenteur, c'est une sophistication cognitive. Le cortex préfrontal, cette région du cerveau responsable de la pensée complexe et de la régulation émotionnelle, a besoin de temps pour intégrer les multiples dimensions d'une interaction sociale. Les personnes qui parlent vite, qui répondent instantanément, qui remplissent chaque silence de bavardage, court-circuitent souvent ce processus d'intégration. Elles réagissent plutôt qu'elles ne répondent, elles performent socialement plutôt qu'elles ne communiquent authentiquement. Et c'est exactement là que réside le paradoxe fondamental de l'intelligence conversationnelle. Ceux qui semblent les plus à l'aise socialement sont souvent ceux qui communiquent le moins profondément. Freud a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait les mécanismes de défense, ces stratégies inconscientes que la psyché développe pour se protéger de l'anxiété existentielle. Et l'un des mécanismes les plus répandus dans notre culture moderne est précisément la fuite en avant verbale, cette incapacité à supporter le silence, à tolérer la pause contemplative, à rester dans l'inconfort d'une émotion non dite. Les gens parlent compulsivement non pas parce qu'ils ont quelque chose d'important à communiquer, mais parce que le silence les confronte à leur propre vide intérieur, à leurs angoisses refoulées, à cette solitude ontologique que nous portons tous. Alors, ils remplissent l'espace sonore de mots qui ne disent rien, de phrases qui ne touchent personne, d'opinions empruntées qui ne révèlent aucune profondeur personnelle. C'est ce que Jung appelait vivre dans la persona, ce masque social que nous portons pour nous conformer aux attentes collectives, mais qui nous coupe de notre authenticité profonde. Et plus la persona est bavarde, plus le self véritable reste silencieux, inexploré, inconnu même à celui qui le porte. Tu vois, ton silence n'est pas un manque d'habileté sociale, c'est un refus inconscient de te perdre dans cette mascarade superficielle. Mais voici ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu te tais, et cette compréhension va tout changer dans ta façon de percevoir ta propre communication. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que notre système nerveux autonome évalue constamment le niveau de sécurité de notre environnement social à travers un processus qu'il appelle la neuroception. Quand ton système nerveux détecte inconsciemment que l'environnement conversationnel n'est pas sûr émotionnellement, qu'il y a du jugement dans l'air, de la compétition cachée, des agendas manipulateurs, alors il active automatiquement une réponse de protection. Et pour beaucoup de personnes sensibles, cette protection se manifeste par le retrait, par le silence, par une incapacité physique à exprimer ce qui vit pourtant intensément à l'intérieur. Ce n'est pas de la timidité psychologique, c'est de la sagesse neurobiologique. Ton corps sait, à un niveau plus ancien que ta conscience réfléchie, que certains espaces conversationnels sont toxiques, que certaines personnes ne peuvent pas recevoir ta vérité, que certains dialogues ne mènent qu'à l'incompréhension mutuelle ou au conflit stérile. Alors il te protège, en te coupant l'accès à ta spontanéité verbale. Joseph Ledoux, dans ses recherches sur l'amygdale et les circuits de la peur, a montré que notre cerveau émotionnel réagit aux menaces sociales avec la même urgence qu'aux menaces physiques.
Une conversation hostile active les mêmes réseaux neuronaux qu'un danger immédiat, et cette activation bloque l'accès au langage fluide, à la pensée claire, à l'expression confiante. Maintenant, comprends bien ce que cela signifie pour ta vie. Si tu as du mal à parler dans certains contextes, ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence ou de compétences, c'est parce que ton système nerveux te dit quelque chose d'essentiel sur la qualité de l'espace relationnel dans lequel tu te trouves. Et voici la révélation profonde que Jung nous offre. La vraie intelligence conversationnelle ne consiste pas à apprendre à parler dans tous les contextes. Elle consiste à développer la conscience de reconnaître quels espaces méritent ta parole et lesquels ne la méritent pas. Il y a une sagesse immense à se taire face à ceux qui ne peuvent pas entendre, à préserver ton énergie verbale pour les rencontres qui ont une réelle profondeur potentielle. Les stoïciens, particulièrement Sénèque, enseignaient cette discipline du silence choisi, cette capacité à ne pas gaspiller ses mots dans des échanges qui n'élèvent personne. Marcus Aurelius écrivait dans ses méditations que la parole juste est celle qui naît du silence contemplatif, pas de la réactivité compulsive. Ton silence, loin d'être un handicap, est peut-être la manifestation d'une conscience qui refuse de se prostituer verbalement dans des dialogues qui ne respectent pas la dignité de la vraie communication. Et quand tu commences à honorer ce silence plutôt qu'à le combattre, quand tu cesses de te forcer à performer socialement dans des espaces qui ne résonnent pas avec ta profondeur, alors quelque chose de miraculeux se produit. Tu libères de l'espace psychique pour développer une forme de communication infiniment plus puissante, plus authentique, plus transformatrice. Ceux qui parlent beaucoup cherchent à remplir un vide intérieur. Ceux qui écoutent profondément créent un espace de transformation. Cette distinction, apparemment simple, révèle l'un des secrets les plus méconnus de l'intelligence conversationnelle. La vraie maîtrise ne réside pas dans la parole, elle réside dans l'écoute. Mais attention, nous ne parlons pas ici de l'écoute passive, de cette attention polie, où tu attends simplement ton tour pour parler. Non, nous parlons de l'écoute active, de cette présence totale, où tu perçois non seulement les mots prononcés, mais aussi ce qui se joue dans l'inconscient de l'autre, les ombres qu'il projette, les besoins qu'il n'ose pas exprimer, les douleurs qu'il cache derrière ses défenses verbales. Jung a consacré sa vie à développer cette capacité d'écoute psychologique profonde, cette attention qui va au-delà du contenu manifeste pour saisir le contenu latent, ce qui vit réellement dans la psyché de l'autre. Quand un patient venait le voir et racontait une histoire apparemment banale, Jung écoutait avec une intensité qui dépassait largement la simple courtoisie professionnelle. Il écoutait les symboles inconscients qui émergeaient dans le récit, les archétypes qui se manifestaient dans les métaphores spontanées, les complexes qui se révélaient dans les répétitions thématiques. Cette écoute transformait radicalement la nature de la conversation, car soudain, le patient se sentait véritablement entendu, non pas dans ce qu'il croyait dire, mais dans ce qu'il avait vraiment besoin de communiquer. Et voici ce que les neurosciences sociales nous révèlent aujourd'hui, confirmant l'intuition géniale de Jung. Notre cerveau possède des neurones miroirs qui nous permettent de raisonner avec l'état émotionnel de l'autre quand nous l'écoutons authentiquement. Daniel Siegel appelle cela la résonance neuronale, ce phénomène où deux cerveaux s'accordent mutuellement quand la présence attentive est vraiment là. Mais cette résonance ne peut se produire que si ton écoute est libre de ton propre agenda, libre de ton besoin de répondre, libre de ton désir de briller ou de convaincre. L'écoute profonde exige un silence intérieur radical, un espace mental vide où les mots de l'autre peuvent résonner sans être immédiatement filtrés, jugés ou transformés par tes propres projections. C'est exactement ce que Freud découvrait dans sa pratique psychanalytique. Quand il écoutait ses patients avec cette attention flottante, sans chercher activement à comprendre ou à interpréter, alors l'inconscient du patient commençait à se révéler naturellement, spontanément. Les résistances tombaient, les défenses s'assouplissaient, et soudain, des vérités profondément enfouies émergeaient dans le dialogue.
Cette forme d'écoute possède un pouvoir thérapeutique intrinsèque, car elle crée un espace où l'autre peut enfin se rencontrer lui-même à travers le miroir de ta présence consciente. Matthew Lieberman a démontré dans ses recherches que quand nous nous sentons vraiment écoutés, notre cerveau active les régions associées à la récompense sociale, produisant les mêmes neurotransmetteurs que lors d'expériences profondément satisfaisantes. L'écoute authentique est donc un cadeau neurochimique que tu offres à l'autre, une expérience rare dans notre monde saturé de bruit et d'autopromotion. Mais voici ce qui rend cette écoute vraiment transformatrice. Elle te permet de détecter ce qui n'est pas dit, de percevoir les ombres que l'autre projette inconsciemment dans son discours. Jung parlait constamment de ces projections, ces contenus psychiques que nous n'avons pas intégrés et que nous voyons donc chez les autres. Quand quelqu'un te parle avec une véhémence inhabituelle d'un défaut qu'il perçoit chez une tierce personne, il te révèle en réalité quelque chose qu'il refuse de reconnaître en lui-même. Quand quelqu'un idéalise excessivement une figure d'autorité, il projette probablement des aspects de son propre potentiel non réalisés. Quand quelqu'un critique systématiquement ceux qui montrent de la vulnérabilité, il trahit sa propre terreur d'être vu dans sa fragilité. Cette capacité à lire les projections transforme complètement ta compréhension des interactions humaines, car tu cesses de prendre personnellement ce que les gens disent, et tu commences à voir, à travers leurs paroles, jusqu'à leur structure psychique profonde. Adler ajoutait une dimension cruciale à cette compréhension. Il observait que derrière beaucoup de discours dominateurs se cache un complexe d'infériorité compensé. Les gens qui parlent le plus fort, qui interrompent constamment, qui monopolisent la conversation, révèlent souvent une insécurité fondamentale qu'ils tentent de masquer par la performance verbale. Écouter avec cette conscience psychologique te libère de la réactivité émotionnelle, car tu vois maintenant que ce que l'autre dit de toi en révèle bien plus sur lui que sur toi. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, car ton cerveau capte des signaux que ta conscience ignore complètement. Les recherches de Joseph Ledoux sur l'amygdale ont révélé que notre système émotionnel traite l'information sociale des millisecondes avant que notre conscience n'y ait accès. Cela signifie que quand tu écoutes quelqu'un, ton cerveau détecte déjà les incohérences entre leurs mots et leur ton vocal, entre leur discours et leur langage corporel, entre ce qu'ils prétendent ressentir et ce que leur système nerveux trahit réellement. Cette détection préconsciente crée ces sensations intuitives que tu as parfois en conversation, ce sentiment étrange que quelque chose ne colle pas, même si tu ne peux pas mettre le doigt dessus rationnellement. Stephen Porges explique que notre système nerveux autonome réalise constamment cette évaluation de l'authenticité de l'autre, et quand il détecte une dissonance, il nous envoie des signaux sous forme d'inconfort physique, de tensions subtiles, de malaise inexplicable. Apprendre à écouter ces signaux internes pendant que tu écoutes l'autre verbalement, c'est développer une forme de double écoute qui te donne accès à des niveaux de vérité auxquels la plupart des gens restent aveugles. Boris Cyrulnik parle magnifiquement de cette capacité à capter les signaux infraverbaux, ces communications qui se font en dessous du langage articulé et qui révèlent l'état réel de la psyché de l'autre. Quand tu développes cette sensibilité, tu n'as plus besoin de techniques d'analyse comportementale artificielle, car ta propre résonance empathique te dit directement ce qui se passe dans le monde intérieur de ton interlocuteur. Maintenant, voici l'application pratique immédiate de cette compréhension. La prochaine fois que tu es en conversation, fais l'expérience de mettre toute ton attention non pas sur ce que tu vas répondre, mais sur ce que l'autre révèle inconsciemment à travers ses mots, son ton, ses gestes, ses silences. Observe comment ton corps réagit à leur présence, quelle émotion subtile émerge en toi pendant qu'ils parlent. Cette émotion n'est pas aléatoire. C'est de l'information psychologique pure sur ce qui se joue réellement dans l'interaction. Si tu sens de la fatigue, c'est peut-être que l'autre déverse une charge émotionnelle non digérée. Si tu sens de l'irritation, c'est peut-être qu'il y a une manipulation subtile à l'œuvre. Si tu sens de la paix, c'est peut-être que tu es en présence d'une personne alignée entre son intérieur et son extérieur.
Cette pratique de l'écoute incarnée transforme radicalement ta compréhension des dynamiques conversationnelles, car tu commences à lire ce que Freud appelait le discours de l'inconscient, ce langage parallèle qui dit la vérité pendant que les mots conscients mentent ou se trompent. Et quand tu maîtrises cette écoute profonde, tu deviens quelqu'un de magnétique dans les conversations, non pas parce que tu parles brillamment, mais parce que les gens ressentent inconsciemment qu'en ta présence, ils peuvent enfin être vus, entendus, reconnus dans leur vérité profonde. Les mots les plus puissants ne sont pas les plus éloquents, ce sont ceux qui éveillent une mémoire émotionnelle enfouie. Cette vérité bouleverse complètement notre conception culturelle de la communication efficace, car nous avons été conditionnés à croire que le pouvoir rhétorique réside dans la complexité syntaxique, dans le vocabulaire impressionnant, dans les structures argumentatives sophistiquées. Mais Jung a découvert quelque chose de radicalement différent dans sa pratique analytique. Les mots qui touchent vraiment l'âme sont ceux qui résonnent avec l'inconscient collectif, qui activent les archétypes universels, qui parlent le langage symbolique que toute psyché humaine comprend intuitivement. Quand tu utilises des images archétypales dans ta communication, quand tu parles en métaphores qui évoquent des expériences humaines fondamentales, le voyage intérieur, la nuit obscure de l'âme, la renaissance après la mort symbolique, alors tu bypasses complètement les défenses rationnelles de l'autre et tu touches directement quelque chose de primordial en lui. C'est pourquoi les mythes, les contes, les paraboles possèdent un pouvoir transformateur que les arguments logiques n'atteindront jamais. Ils parlent à cette part de nous qui existait avant le langage conceptuel, cette psyché profonde qui pense en images, en sensations, en résonances émotionnelles. Frank le raconte comment, dans les camps de concentration, ce n'était pas les discours rationnels qui aidaient les prisonniers à survivre psychiquement, mais les histoires, les symboles, les images de sens qui leur permettaient de transcender l'horreur présente. Antonio Damasio a révélé dans ses recherches neuroscientifiques quelque chose qui confirme magistralement l'intuition de Jung. Notre cerveau ne fonctionne pas selon le modèle cartésien de la raison pure, mais selon ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, ces associations automatiques entre certains stimuli et des états corporels émotionnels. Quand tu entends certains mots, certaines phrases, certaines métaphores, ton corps réagit avant même que ta conscience n'ait analysé le sens logique. Ces réactions corporelles créent ce que Damasio appelle le sentiment de ce qui se passe. Cette conscience émotionnelle pré-réflexive qui guide ensuite notre pensée consciente. Les communicateurs les plus puissants, souvent sans le savoir, utilisent instinctivement un langage riche en marqueurs somatiques positifs, des mots qui évoquent des sensations de chaleur, de légèreté, d'ouverture, de fluidité. Quand tu dis à quelqu'un « tu portes un poids tellement lourd », son corps ressent littéralement cette lourdeur et se sent compris à un niveau viscéral. Quand tu dis « c'est comme si tu marchais dans un brouillard », son système nerveux active la mémoire kinesthésique de la désorientation. Cette utilisation consciente du langage somatique crée une connexion empathique immédiate, car l'autre se sent reconnu non seulement intellectuellement, mais corporellement, existentiellement. Lisa Feldman Barrett ajoute une dimension fascinante. Elle a démontré que notre cerveau construit nos émotions de manière prédictive, basée sur les concepts émotionnels que notre langue et notre culture nous ont donnés. Cela signifie que les mots que tu utilises pour nommer l'expérience de l'autre peuvent littéralement transformer comment il ressent cette expérience. Freud avait déjà compris ce pouvoir transformateur du langage à travers ce qu'il appelait le processus de mise en mots. Quand quelque chose de l'inconscient accède au langage, quand une émotion informulée trouve enfin son expression verbale, alors une transformation psychique se produit. C'est pourquoi la psychanalyse repose fondamentalement sur la parole, non pas pour convaincre rationnellement le patient de changer, mais pour créer un espace où l'indicible peut devenir dissible, où le refoulé peut émerger dans la conscience à travers le médium du langage partagé. Et voici ce que cela signifie pour ta communication quotidienne. Quand tu offres à quelqu'un les mots justes
pour nommer ce qu'il vit mais ne peut exprimer, tu lui donnes un cadeau psychologique inestimable. Tu lui permets de passer de la confusion émotionnelle à la clarté consciente, du chaos intérieur à la compréhension structurée. Combien de fois as-tu ressenti ce soulagement profond quand quelqu'un a formulé exactement ce que tu ressentais sans pouvoir le dire? Ce moment de reconnaissance verbale possède un pouvoir thérapeutique intrinsèque, car il transforme une souffrance solitaire et confuse en une expérience partageable et donc plus supportable. Les recherches en neurosciences affectives confirment que le simple fait de nommer une émotion réduit son intensité dysrégulée et active les régions préfrontales de la régulation émotionnelle. Mais attention, et Jung insistait énormément sur ce point, il ne s'agit pas d'imposer tes propres mots, tes propres interprétations, tes propres cadres conceptuels à l'expérience de l'autre. Il s'agit de trouver le langage qui émerge de l'intérieur de leur propre psyché, les métaphores qui résonnent authentiquement avec leur vécu unique. C'est ce que Jung faisait magistralement dans ses séances analytiques. Il n'interprétait jamais trop vite, il n'imposait jamais sa théorie comme une grille de lecture rigide. Il attendait patiemment que les symboles propres aux patients émergent naturellement. Et alors il les reflétait, les amplifiait, les reliait à des patterns archétypaux qui donnaient du sens sans écraser la singularité de l'expérience individuelle. Cette pratique exige une humilité intellectuelle rare, car tu dois renoncer à ton besoin de paraître intelligent ou savant pour te mettre véritablement au service de la vérité de l'autre. Adler parlait de l'intérêt social comme fondement de toute relation saine, cette capacité à se décentrer de son propre ego pour se préoccuper authentiquement du bien-être d'autrui. Quand ta communication est guidée par cet intérêt social plutôt que par ton narcissisme intellectuel, alors tes mots possèdent une qualité complètement différente. Ils ne cherchent plus à impressionner ou à dominer, ils cherchent simplement à éclairer, à libérer, à accompagner l'autre vers une compréhension plus profonde de lui-même. Et Jung a révélé quelque chose sur le langage symbolique qui explique pourquoi certaines phrases changent des vies alors que des discours entiers sont oubliés en quelques minutes. Le langage symbolique, contrairement au langage conceptuel abstrait, active simultanément l'hémisphère gauche rationnel et l'hémisphère droit intuitif du cerveau. Il crée ce que les neurosciences appellent aujourd'hui une intégration hémisphérique, un état de conscience où la logique et l'émotion, la raison et l'intuition, le connu et le mystérieux se rencontrent et se fécondent mutuellement. Quand tu dis à quelqu'un « tu es en train de traverser ta nuit obscure de l'âme », cette métaphore spirituelle évoque instantanément une constellation d'images, d'émotions, de sensations qui donnent forme et sens à une expérience qui autrement resterait un chaos psychologique incompréhensible. Saint Jean de la Croix a donné à l'humanité cette expression il y a des siècles, et elle continue de résonner parce qu'elle capture une vérité psychologique universelle. Ces périodes de désorientation profonde, où tous nos repères s'effondrent, où le sens ancien meurt sans qu'un sens nouveau soit encore né. Utiliser ce genre de langage symbolique dans ta communication, c'est accéder à un pouvoir millénaire de transformation par les mots, c'est te connecter à une lignée de sages, de poètes, de mystiques qui ont compris que le langage n'est pas qu'un outil de transmission d'informations, c'est un véhicule de métamorphose psychologique. Maintenant, concrètement, comment développer cette maîtrise du langage qui touche l'âme? Commence par observer les métaphores spontanées que les gens utilisent quand ils parlent de leurs expériences difficiles. Je me sens coincé, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est comme un poids sur ma poitrine. Je suis dans un tunnel sans voir la lumière. Ces expressions ne sont pas de simples figures de style. Ce sont des révélations directes de comment leur psyché structure leur expérience. Et si tu réponds en reprenant et en approfondissant leurs propres métaphores, ce tunnel dans lequel tu es, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce qui te fait peur de continuer même dans l'obscurité, alors tu entres dans leur monde symbolique au lieu d'imposer le tien.
Cette pratique, que Milton Erickson a magistralement développée dans son approche hypnothérapeutique, crée une alliance inconsciente immédiate, car l'autre ressent que tu parles vraiment sa langue psychique. Stanislas Dehaene a montré dans ses recherches sur la conscience que notre attention est naturellement capturée par ce qui résonne avec nos modèles mentaux internes. Quand tu utilises le langage symbolique propre à l'autre, son cerveau te catégorise automatiquement comme quelqu'un qui le comprend vraiment. Et cette reconnaissance neurologique ouvre toutes les portes de la confiance et de la réceptivité. Ce que les gens te reprochent avec le plus de véhémence révèle exactement ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Cette phrase contient l'une des clés les plus puissantes de l'intelligence relationnelle, car elle dévoile le mécanisme de projection que Jung considérait comme absolument central dans toute dynamique humaine. Nous projetons constamment sur les autres les aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrés dans notre conscience, que ce soit nos qualités refoulées ou nos défauts niés. Et ces projections sont particulièrement intenses et émotionnellement chargées quand elles touchent à ce que Jung appelait notre ombre, cette part de notre psyché que nous avons dû rejeter pour nous conformer aux exigences familiales et sociales. Si quelqu'un t'accuse avec une rage disproportionnée d'être égoïste, il y a de grandes chances qu'il porte lui-même un égoïsme refoulé, qu'il ne peut s'autoriser à reconnaître. Si quelqu'un te reproche constamment d'être trop sensible, il projette probablement sa propre sensibilité qu'il a dû anesthésier pour survivre émotionnellement. Cette compréhension transforme radicalement ta façon de recevoir les critiques et les jugements, car tu cesses de les prendre personnellement pour les voir comme des fenêtres ouvertes sur la psychologie de l'autre. Freud parlait de ce même mécanisme à travers le concept de refoulement et de retour du refoulé. Ce que nous repoussons dans l'inconscient cherche constamment à revenir dans la conscience, et quand nous ne pouvons pas le reconnaître en nous, nous le voyons et le dénonçons chez les autres. Daniel Siegel explique neurologiquement ce phénomène à travers ce qu'il appelle le manque d'intégration psychique. Quand certaines parties de notre expérience ne sont pas intégrées dans notre sens cohérent de nous-mêmes, quand elles restent dissociées et non reconnues, alors notre cerveau les projette automatiquement dans notre perception d'autrui. C'est un mécanisme de défense profondément ancré qui nous permet de maintenir une image de nous-mêmes acceptable, tout en évacuant psychiquement ce qui menace cette image. Mais voici ce qui est fascinant et libérateur. Une fois que tu comprends ce mécanisme, tu peux l'utiliser comme un outil de connaissance de soi extraordinaire. Chaque fois que tu ressens une réaction émotionnelle forte face au comportement de quelqu'un d'autre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne me montre de moi-même que je refuse de voir? Cette simple question pratiquée avec honnêteté peut déclencher des prises de conscience bouleversantes. Peut-être que cette arrogance que tu détestes chez ton collègue reflète une ambition refoulée en toi. Peut-être que cette passivité qui t'irrite chez ton partenaire révèle ta propre difficulté à poser des limites. Peut-être que cette superficialité que tu méprises chez certains amis cache ta propre peur de la profondeur émotionnelle. Jung disait que jusqu'à ce que tu rendes conscient ton inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Reconnaître tes projections, c'est commencer à reprendre le contrôle de ton destin psychologique. Adler ajoutait une dimension cruciale à cette compréhension des dynamiques relationnelles. Il observait que beaucoup de comportements humains sont motivés par un complexe d'infériorité compensée. Les gens qui critiquent constamment les autres, qui les rabaissent, qui pointent obsessionnellement leurs défauts, révèlent souvent une insécurité profonde qu'ils tentent de masquer en s'élevant au-dessus d'autrui. C'est ce qu'Adler appelait la lutte pour la supériorité, ce besoin compulsif de se sentir au-dessus des autres pour échapper au sentiment douloureux de sa propre insuffisance. Comprendre cette dynamique te libère de la blessure personnelle que tu pourrais ressentir face aux attaques verbales, car tu vois maintenant que ces attaques parlent de la douleur de l'autre, pas de ta réalité objective. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui n'a pas besoin de diminuer les autres. Il peut reconnaître leurs qualités sans que cela menace son propre sens de valeur.
Donc quand tu rencontres quelqu'un de particulièrement critique et jugeant, ce que tu rencontres réellement, c'est quelqu'un qui souffre d'un manque fondamental d'estime de soi. Cette perspective transforme complètement ta réponse émotionnelle. Au lieu de la défensive ou de la contre-attaque, tu peux choisir la compassion, car tu comprends que cette personne est prisonnière d'un mécanisme psychologique douloureux dont elle n'a probablement aucune conscience. Mais voici où cette compréhension devient vraiment pratique et transformatrice dans tes conversations quotidiennes. Quand quelqu'un te projette quelque chose, au lieu de te défendre ou de te justifier, tu peux très élégamment refléter la projection sans jugement. Par exemple, si quelqu'un te dit avec agressivité « tu es toujours en train de juger les autres », au lieu de nier défensivement, tu pourrais répondre « c'est intéressant que tu perçoives ça, je me demande si parfois tu ne te sens pas jugé toi-même dans notre relation ». Cette réponse fait 3 choses simultanément. Elle valide l'expérience de l'autre sans l'accuser, elle introduit subtilement la possibilité d'une projection, et elle invite à une exploration plus profonde de ce qui se passe réellement dans la dynamique relationnelle. Ce n'est ni de la manipulation, ni une technique rhétorique agressive, c'est simplement une invitation à plus de conscience mutuelle. Et souvent, si l'autre a une capacité minimale d'introspection, cette invitation peut déclencher un moment de véritable reconnaissance. Tu as peut-être raison, je me sens effectivement jugé beaucoup en ce moment, et ce n'est peut-être pas vraiment à cause de toi. Ces moments de percée psychologique créent une intimité conversationnelle infiniment plus profonde que tous les échanges superficiels du monde. Attends de comprendre ce que cela révèle sur la nature humaine profonde. Nous sommes tous, absolument tous, engagés dans cette danse constante de projection mutuelle. Il n'y a pas de communication humaine complètement pure, complètement exempte de nos propres filtres inconscients. Mais la différence entre une personne psychologiquement mature et une personne encore prisonnière de son inconscient, c'est précisément la conscience de ce mécanisme et la volonté de le questionner. Quand tu développes cette conscience, tu deviens capable de ce que Jung appelait le retrait des projections. Ce processus par lequel tu reconnais que ce que tu vois chez l'autre est en partie une création de ta propre psyché. Et paradoxalement, c'est cette reconnaissance qui te permet de voir l'autre plus clairement, car tu n'es plus aveuglé par tes propres contenus psychiques non intégrés. Stephen Porges parle de co-régulation dans les relations, cette capacité que nous avons d'influencer mutuellement l'état de nos systèmes nerveux. Quand tu restes calme et centré face aux projections de l'autre, quand tu ne réagis pas défensivement mais réponds avec conscience, ton système nerveux régulé aide l'autre à se réguler également. C'est ainsi qu'une conversation peut passer d'un échange de projections stériles à une rencontre authentique où 2 êtres humains se reconnaissent mutuellement dans leur vulnérabilité et leur humanité partagée. Lequel de ces mécanismes inconscients as-tu déjà observé dans tes conversations? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience, car chaque prise de conscience que tu partages aide également les autres à reconnaître leurs propres patterns psychologiques. Et ensemble, nous créons un espace de conscience collective où ces dynamiques inconscientes perdent progressivement leur pouvoir destructeur. La question la plus intelligente n'est jamais celle qui impressionne, c'est celle qui fait naître un silence contemplatif chez l'autre. Cette vérité bouleverse complètement notre culture de la performance intellectuelle où nous valorisons les questions brillantes, les interrogations rhétoriques qui démontrent notre intelligence, les défis dialectiques qui mettent l'autre sur la défensive. Mais Jung comprenait quelque chose de radicalement différent. Les questions vraiment transformatrices sont celles qui créent un espace intérieur, qui invitent l'autre à descendre plus profondément en lui-même, qui ouvrent des portes psychiques plutôt que de fermer des positions intellectuelles. Quand Socrate pratiquait sa maïeutique philosophique, il ne cherchait jamais à imposer ses propres réponses. Il posait des questions qui forçaient ses interlocuteurs à examiner leurs croyances non questionnées, à découvrir par eux-mêmes les contradictions de leurs pensées, à accoucher de leur propre vérité intérieure.
Cette pratique du questionnement contemplatif possède un pouvoir de transformation infiniment supérieur à tout discours persuasif, car elle active le processus d'individuation de l'autre plutôt que de tenter de le conformer à tes propres conclusions. Viktor Frankl utilisait magistralement cette approche dans sa logothérapie. Au lieu de dire aux patients quel devrait être le sens de leur vie, il posait des questions qui les aidaient à découvrir par eux-mêmes ce sens unique que leur existence appelait. Qu'est-ce que la vie attend de toi en ce moment? Pour qui ou pourquoi es-tu irremplaçable? Ces questions ne peuvent pas être répondues superficiellement. Elles exigent une plongée dans la profondeur existentielle. Et voici ce qui se passe neurologiquement quand quelqu'un reçoit une question vraiment profonde. Son cerveau entre dans ce que les neurosciences appellent un état de recherche active, où le cortex préfrontal s'active intensément pour explorer de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives, de nouveaux sens possibles. Daniel Siegel explique que ces moments de questionnement profond stimulent l'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à relier des régions qui fonctionnent habituellement de manière isolée. Une question bien posée peut littéralement créer de nouvelles voies neuronales, de nouvelles possibilités de compréhension qui n'existaient pas avant que la question soit formulée. C'est pourquoi tu te souviens parfois d'une question qu'on t'a posée des années auparavant, alors que tu as oublié d'innombrables réponses qu'on t'a données. La question a planté une graine dans ta psyché qui a continué à germer, à croître, à produire des fruits de conscience longtemps après la conversation initiale. Stanislas Dehaene a démontré que notre conscience fonctionne par cycle d'attention et qu'une question intrigante capture notre attention de manière beaucoup plus durable qu'une affirmation, aussi brillante soit-elle. Quand tu poses une question qui touche vraiment l'autre, tu ne captures pas seulement son attention momentanée, tu installes un processus de réflexion qui peut continuer à travailler dans son inconscient pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Mais attention, et c'est absolument crucial, il y a une différence abyssale entre les questions manipulatrices qui cherchent à piéger l'autre dans une contradiction et les questions authentiques qui naissent d'une curiosité véritable pour la vérité de l'autre. Freud était fasciné par cette distinction. Dans la psychanalyse, les questions ne doivent jamais venir de l'agenda théorique de l'analyste. Elles doivent émerger organiquement de ce que le patient révèle. Elles doivent suivre le fil de l'inconscient du patient plutôt que d'imposer un chemin prédéterminé. Quand tes questions viennent d'un désir authentique de comprendre plutôt que d'un besoin de prouver un point, l'autre le ressent immédiatement à un niveau préconscient. Son système nerveux détecte la différence entre une question piège et une question invitation. Stephen Porges dirait que la qualité prosodique de ta voix quand tu poses la question, la résonance émotionnelle de ton ton, révèle immédiatement si tu es dans un état de co-régulation bienveillante ou de compétition sociale. Et cette détection neurosensorielle détermine complètement la qualité de la réponse que tu vas recevoir. Une question posée avec une authentique ouverture d'esprit créera un espace de sécurité psychologique où l'autre peut explorer ses propres profondeurs sans crainte de jugement. Une question posée avec un agenda caché créera une réponse défensive, fermée, superficielle. Adler enseignait que l'intérêt social authentique, cette préoccupation véritable pour le bien-être d'autrui, devait être le fondement de toute relation thérapeutique et en réalité de toute relation humaine saine. Et cet intérêt social se manifeste directement dans la qualité de tes questions. Est-ce que tu poses des questions pour vraiment connaître l'autre dans sa singularité, ou est-ce que tu poses des questions pour te positionner toi-même comme intelligent, comme supérieur, comme celui qui a déjà compris? Cette différence de motivation, souvent inconsciente, transforme complètement la nature de la conversation. Quand tes questions viennent d'un ego qui cherche à se valoriser, elles créent une dynamique de compétition. Quand tes questions viennent d'un self intégré qui n'a rien à prouver, elles créent une dynamique de co-exploration. Jung disait que le vrai thérapeute n'est pas celui qui possède les réponses. C'est celui qui ose poser les questions que le patient n'ose pas se poser à lui-même.
Et cette capacité n'est possible que si le thérapeute a déjà fait son propre travail d'individuation, s'il a déjà confronté ses propres ombres, s'il peut donc accompagner l'autre dans ses territoires psychiques obscurs, sans peur ni jugement. Et voici exactement comment formuler des questions qui touchent l'âme. Commence toujours par créer un espace de sécurité émotionnelle avant de poser une question profonde. Si quelqu'un te confie une difficulté, ne saute pas immédiatement sur une question analytique. Valide d'abord son expérience, montre que tu as vraiment entendu ce qu'il ressent. Ce doit être tellement difficile de porter ça tout seul. Ensuite, et seulement ensuite, quand tu sens que la personne est ouverte, tu peux poser une question qui l'invite plus profondément. Je me demande, depuis combien de temps portes-tu ce poids? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé récemment? Ou est-ce que ça te rappelle quelque chose de plus ancien? Cette question fait plusieurs choses simultanément. Elle reconnaît la réalité présente de la souffrance. Elle invite à une exploration temporelle qui peut révéler des patterns. Elle ouvre la possibilité d'une dimension transgénérationnelle ou développementale sans l'imposer. Et remarque la formulation. Je me demande, crée une atmosphère de curiosité partagée plutôt que d'interrogatoire. Est-ce que ça te rappelle offre une possibilité sans l'affirmer comme une certitude. Ce type de questionnement, inspiré de l'approche analytique jungienne et de la logothérapie de Frankl, crée un espace où l'autre peut faire des connexions par lui-même, des découvertes qui ont infiniment plus de pouvoir transformateur que si tu les lui avais simplement dites. Lisa Feldman Barrett a révélé dans ses recherches que notre cerveau construit nos émotions de manière prédictive, basée sur les concepts que nous possédons pour les nommer et les comprendre. Cela signifie que les questions que tu poses peuvent littéralement aider l'autre à construire une compréhension émotionnelle plus nuancée de son expérience. Par exemple, au lieu de demander simplement « Comment tu te sens ?», question tellement vague qu'elle produit rarement des réponses profondes, tu pourrais demander « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu penses à cette situation ?» Cette question invite à une conscience somatique, à une connexion entre l'expérience émotionnelle et sa manifestation physique, connexion que Damasio a montré être absolument centrale dans notre vie affective. Ou encore, si cette émotion avait une couleur, une texture, une température, ce serait quoi? Cette question peut sembler étrange au premier abord, mais elle active l'imagination symbolique. Elle permet à l'émotion de se révéler à travers des métaphores sensorielles qui la rendent plus accessible à la conscience. Jung utilisait constamment ce type de questions dans son travail avec les rêves et l'imagination active, car il savait que l'inconscient parle le langage des symboles, pas celui de la logique rationnelle. Maintenant, pratiquement, commence à observer les questions que tu poses dans tes conversations quotidiennes. Combien sont de vraies questions ouvertes qui invitent à l'exploration et combien sont en réalité des affirmations déguisées, des jugements voilés, des tentatives de diriger la conversation vers où tu veux qu'elle aille? Cette simple observation, pratiquée avec honnêteté, peut révéler énormément sur tes motivations relationnelles inconscientes. Et ensuite, expérimente consciemment avec des questions qui créent de l'espace intérieur. Après qu'un ami ait partagé quelque chose de personnel, au lieu de donner immédiatement ton avis ou ton conseil, pose une question. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Ou qu'est-ce que tu as le plus besoin en ce moment face à cette situation? Ces questions font un cadeau magnifique. Elles communiquent ta confiance dans la capacité de l'autre à trouver ses propres réponses. Elles l'invitent à activer sa propre sagesse intérieure plutôt que de devenir dépendant de tes solutions. Et paradoxalement, c'est cette pratique qui crée les relations les plus profondes, car les gens se sentent véritablement vus, respectés, dans leur autonomie psychologique, accompagnés plutôt que dirigés. On ne peut véritablement influencer que lorsqu'on a cessé d'essayer de convaincre et qu'on incarne simplement sa vérité intérieure. Cette affirmation contient tout le paradoxe de l'influence authentique, ce mystère que les manipulateurs ne comprennent jamais. Le vrai pouvoir de transformation ne vient pas des techniques rhétoriques, des stratégies persuasives, des méthodes de conviction,
mais de la congruence intérieure, de cet alignement profond entre ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Jung parlait constamment de cette intégrité psychique comme résultat du processus d'individuation. Quand tu as fait le travail difficile de reconnaître ton ombre, d'intégrer tes contradictions, de réconcilier ton conscient et ton inconscient, alors tu dégages naturellement une présence qui influence sans effort. Les gens autour de toi ressentent cette cohérence interne, et cette cohérence crée une forme de gravité psychologique qui attire authentiquement plutôt que de manipuler artificiellement. C'est pourquoi les vrais sages, les vrais leaders transformateurs, les vrais maîtres spirituels n'ont jamais besoin de convaincre. Ils incarnent simplement ce qu'ils sont, et cette incarnation parle plus fort que tous les discours du monde. Frankl l'exprimait magnifiquement. L'être précède le faire. Ce que tu es résonne infiniment plus fort que ce que tu dis. Et les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur la transmission inconsciente. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux autonome communique constamment avec les systèmes nerveux des personnes autour de nous à travers ce qu'il appelle la neuroception sociale. Avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu formules consciemment une pensée, ton état physiologique interne se transmet aux autres à travers des micro-signaux. Ton ton vocal, ta posture, tes micro-expressions faciales, le rythme de ta respiration. Quand il y a une incohérence entre ce que tu dis verbalement et ce que ton système nerveux communique non-verbalement, les autres le détectent instantanément à un niveau préconscient. C'est pourquoi quelqu'un peut te dire exactement ce que tu veux entendre, mais tu sens quand même que quelque chose ne va pas, que c'est trop beau pour être vrai. Ton système nerveux a capté la dissonance entre leurs mots et leur état interne réel. Et inversement, quand quelqu'un est profondément aligné, quand il y a une congruence totale entre son être intérieur et son expression extérieure, cette cohérence crée une sensation de sécurité, de fiabilité, de vérité, qui bypasse complètement le scepticisme rationnel. Tu fais confiance à cette personne, non pas à cause de ses arguments logiques, mais à cause de la résonance authentique que ton système nerveux détecte. Freud comprenait cette dynamique à travers son concept de congruence entre les trois instances psychiques: l'id, l'ego et le surego. Quand ces trois dimensions de ta psyché sont en conflit constant, quand ton id désire quelque chose que ton surego juge moralement inacceptable et que ton ego essaie désespérément de maintenir une façade socialement appropriée, alors tu dégages une énergie fragmentée, incohérente, peu fiable. Les autres ne savent peut-être pas consciemment ce qui ne va pas, mais ils ressentent ton conflit interne et cela crée une distance, une méfiance subtile. Par contre, quand tu as fait le travail psychanalytique d'intégrer ces différentes parts de toi-même, quand tu as trouvé un équilibre entre tes désirs, tes valeurs et ta réalité sociale, alors tu dégages une présence intégrée qui inspire naturellement confiance et respect. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intégrité au sens le plus profond du terme. Être entier, unifié, cohérent avec toi-même. Et cette intégrité possède une force d'influence qui dépasse infiniment tous les tricks psychologiques de persuasion qu'on pourrait enseigner. Adler apportait une dimension éthique cruciale à cette compréhension de l'influence. Il distinguait radicalement entre la manipulation égoïste et l'intérêt social authentique. Quand tu cherches à influencer les autres pour servir uniquement tes propres besoins, pour obtenir quelque chose d'eux, pour te sentir supérieur ou pour combler ton propre vide intérieur, alors même si tu réussis temporairement, tu crées des relations toxiques, instrumentalisantes, qui finissent toujours par générer ressentiment et rupture. Mais quand ton désir d'influencer vient d'une préoccupation authentique pour le bien-être collectif, quand tu veux partager quelque chose qui pourrait réellement aider l'autre à grandir, à évoluer, à découvrir sa propre puissance, alors ton influence possède une qualité complètement différente. Elle n'est plus extractive, mais générative. Elle n'appauvrit pas l'autre, mais l'enrichit. Elle ne crée pas de dépendance, mais renforce son autonomie.
Camus disait que la vraie révolte n'est pas une rébellion égoïste, mais un acte de solidarité, une affirmation de valeurs qui transcende l'individu. De même, la vraie influence n'est pas une domination, mais une invitation à plus de conscience, plus de liberté, plus d'authenticité. Et voici la pratique concrète de cette influence éthique. Avant de chercher à convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, commence par t'interroger honnêtement sur tes motivations. Pourquoi est-ce que je veux que cette personne pense ou fasse ceci? Si la réponse tourne principalement autour de tes propres besoins, parce que ça m'arrangerait, parce que ça me donnerait raison, parce que j'aurais l'air intelligent si elle m'écoutait, alors pause. Ton désir d'influencer vient d'un lieu d'ego, et même si tu réussis à convaincre l'autre, tu auras créé une dynamique relationnelle malsaine. Mais si ta réponse est authentiquement orientée vers le bien de l'autre, parce que je crois vraiment que cette perspective pourrait l'aider à souffrir moins, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire et je sais que cette compréhension m'a libéré, alors ton intention est pure et ton influence sera naturellement éthique. Richard Davidson a montré dans ses recherches sur la neuroplasticité que notre cerveau change structurellement quand nous pratiquons régulièrement l'intention bienveillante. Les méditants de longue date qui cultivent la compassion développent littéralement plus de matière grise dans les régions cérébrales associées à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Ce changement neurologique se reflète ensuite dans toutes leurs interactions sociales, créant une qualité de présence qui influence positivement sans jamais manipuler. Sénèque enseignait que la sagesse stoïcienne se manifeste notamment dans la parole mesurée, dans cette capacité à parler peu mais à parler juste, à ne dire que ce qui a une réelle valeur, une réelle utilité, une réelle beauté. Dans notre culture moderne saturée de bruit verbal, de contenu superficiel, d'opinions non réfléchies, cette discipline du silence choisi et de la parole intentionnelle possède une puissance révolutionnaire. Quand tu parles rarement, mais que chaque fois que tu parles, tes mots viennent d'une réflexion profonde, d'une expérience vécue, d'une vérité intégrée, alors les gens écoutent différemment. Ils savent intuitivement que tu n'es pas en train de remplir le vide avec du bavardage, que tu n'es pas en train de performer socialement, que tu partages quelque chose qui a du poids, qui a de la substance. Marcus Aurelius écrivait dans ses méditations « Que ta parole soit rare et ton action éloquente ». Cette formule contient toute la sagesse de l'influence authentique. Ce n'est pas en parlant constamment que tu influences profondément, c'est en vivant avec intégrité et en ne parlant que quand tu as vraiment quelque chose à offrir qui vient de cette vie intègre. Combien de ces principes psychologiques résonnent avec ton expérience? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience de ce qui se passe réellement dans tes dynamiques conversationnelles, car cette conscience est le premier pas vers une communication vraiment transformée. Le maître du dialogue n'est pas celui qui gagne les débats, c'est celui qui crée des rencontres où deux âmes se reconnaissent mutuellement. Cette phrase capture l'essence même de ce que signifie vraiment maîtriser l'art de la communication humaine. Nous avons été tellement conditionnés par notre culture compétitive à voir la conversation comme un champ de bataille, où il faut l'emporter, où il faut avoir raison, où il faut démontrer sa supériorité intellectuelle, que nous avons complètement oublié la véritable fonction existentielle du dialogue, créer un espace de rencontre authentique entre deux êtres humains. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante, cette capacité de la psyché à créer une synthèse nouvelle quand deux opposés se rencontrent vraiment. Et cette fonction ne s'active jamais dans la confrontation compétitive. Elle ne peut émerger que dans l'espace de respect mutuel, de vulnérabilité partagée, de curiosité authentique pour la vérité de l'autre. Quand deux personnes arrêtent de se battre pour avoir raison et commencent à explorer ensemble ce qui est vrai, alors quelque chose de profondément transformateur devient possible. Une conscience nouvelle peut émerger qui n'appartenait à aucun des deux interlocuteurs au départ, mais qui naît précisément de leur rencontre authentique. Daniel Siegel appelle cela la résonance interpersonnelle.
cet état où deux cerveaux s'accordent mutuellement dans une danse de présence mutuelle. Ces recherches en neurobiologie interpersonnelle montrent que quand nous sommes vraiment présents l'un à l'autre, quand nous écoutons avec toutes nos facultés attentionnelles, quand nous répondons avec authenticité plutôt qu'avec performance, alors nos systèmes nerveux se synchronisent littéralement. Nos rythmes cardiaques commencent à s'harmoniser, nos patterns respiratoires se coordonnent, nos ondes cérébrales entrent en cohérence. Cette synchronisation neurophysiologique crée un sentiment profond de connexion, de compréhension mutuelle, de présence partagée qui transcende complètement les mots échangés. C'est ce que les gens décrivent quand ils disent avoir eu une vraie conversation, un échange profond, un moment de connexion authentique. Ils font référence à cette expérience neurologique de résonance où ils ne se sentent plus séparés, isolés dans leur monde subjectif respectif, mais reliés dans un espace intersubjectif partagé. Et cette expérience possède une qualité nutritive pour la psyché humaine. Elle répond à un besoin fondamental d'être vu, reconnu, compris dans notre vérité profonde. Frankl enseignait que la recherche de sens est le moteur fondamental de l'existence humaine, et que cette recherche ne se fait jamais seule, elle se fait toujours en relation. Nous découvrons qui nous sommes à travers le miroir de l'autre, à travers la façon dont nous sommes vus, entendus, reflétés dans nos interactions. C'est pourquoi une conversation authentique peut être une expérience existentielle profondément significative, parce qu'elle nous permet de nous découvrir nous-mêmes dans le regard conscient d'autrui. Quand quelqu'un nous écoute vraiment, sans jugement, sans agenda, sans besoin de nous changer ou de nous fixer, alors nous pouvons nous révéler plus complètement, explorer des parts de nous-mêmes que nous gardons habituellement cachées, découvrir des vérités que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. C'est ce que Frankl appelait la rencontre dialogale, ce moment rare où deux êtres humains se rencontrent vraiment dans leur humanité partagée, au-delà de tous les masques sociaux, au-delà de toutes les défenses psychologiques. Et dans ces moments, nous ne cherchons plus à influencer ou à être influencés, nous cherchons simplement à être présents l'un à l'autre dans la vérité la plus nue possible. Mais pour créer ces espaces de rencontre authentiques, tu dois d'abord avoir fait ton propre travail d'individuation, tu dois avoir développé ce que Jung appelait le self intégré. Tant que tu es encore fragmenté intérieurement, tant que tu portes des ombres non reconnues, des complexes non résolus, des blessures non guéries, alors tu ne peux pas vraiment être présent à l'autre. Tes propres besoins psychiques non satisfaits vont constamment interférer avec ta capacité d'écoute, tes propres projections vont constamment déformer ta perception de l'autre, tes propres défenses vont constamment créer des barrières à l'intimité authentique. C'est pourquoi Jung insistait que les thérapeutes doivent avoir fait leur propre analyse, doivent avoir confronté leurs propres démons intérieurs, avant de pouvoir vraiment accompagner les autres dans leur voyage psychologique. Et cette règle s'applique tout autant aux relations quotidiennes. Tu ne peux offrir à l'autre qu'un espace aussi vaste que celui que tu as créé en toi-même. Si tu n'as jamais exploré tes propres profondeurs, si tu as peur de tes propres émotions, si tu refuses de voir tes propres contradictions, alors comment pourrais-tu accueillir les profondeurs, les émotions, les contradictions de l'autre sans jugement ou sans peur? Antonio Damasio a démontré que notre conscience émotionnelle, notre capacité à réguler nos états affectifs, dépend directement de l'intégration entre nos sensations corporelles et notre cognition préfrontale. Quand tu as développé cette intégration à travers des années de travail sur toi-même, de méditation, de thérapie, d'introspection honnête, alors tu possèdes une stabilité émotionnelle qui ne dépend plus des fluctuations de ton environnement social. Tu n'as plus besoin que l'autre valide ton ego. Tu n'as plus peur que l'autre voie tes faiblesses. Tu n'es plus menacé quand l'autre est en désaccord avec toi. Cette liberté intérieure crée naturellement un espace où l'autre peut être lui-même sans censure, car il sent intuitivement que tu n'as pas besoin qu'il soit d'une certaine façon pour que tu te sentes bien avec toi-même. C'est cette qualité de présence que Carl Rogers, le fondateur de l'approche centrée sur la personne, appelait le regard positif inconditionnel.
Il ne s'agit pas d'une technique qu'on applique superficiellement, c'est un état d'être qui découle directement de ton propre travail d'intégration psychologique. Camus affirmait que l'absurde révèle notre liberté existentielle fondamentale, cette capacité que nous avons de choisir comment nous répondons à la réalité même quand nous ne pouvons pas changer cette réalité. Et dans le domaine de la communication, cette liberté se manifeste dans ta capacité à choisir consciemment comment tu vas être présent dans une conversation. Tu peux choisir la compétition ou la collaboration. Tu peux choisir la défensive ou l'ouverture. Tu peux choisir la performance ou l'authenticité. Tu peux choisir le jugement ou la curiosité. Cette capacité de choix conscient n'est possible que quand tu as développé suffisamment de conscience de toi-même pour reconnaître tes réactions automatiques et pour créer un espace entre le stimulus et ta réponse. C'est ce que Viktor Frankl appelait la liberté ultime de l'être humain, cette capacité de choisir son attitude même dans les circonstances les plus difficiles. Et dans une conversation, cette liberté se manifeste dans ces micro-moments où tu sens monter une réaction défensive. Et au lieu de la suivre aveuglément, tu choisis de respirer, de créer de l'espace intérieur et de répondre avec conscience plutôt que de réagir avec compulsivité. Maintenant, voici l'application pratique de tout cela. La prochaine fois que tu entres dans une conversation importante, pose-toi cette question simple mais radicale. Qu'est-ce que je veux vraiment créer ici? Si ta réponse honnête est « je veux avoir raison, je veux impressionner, je veux dominer », alors tu n'es pas dans un espace de rencontre authentique, tu es dans un espace de performance égoïque. Et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça signifie simplement que tu es encore prisonnier de certains besoins narcissiques non satisfaits qui cherchent à se combler à travers la conversation. Mais si tu peux honnêtement répondre « je veux vraiment comprendre la vérité de l'autre », je veux créer un espace de sécurité où nous pouvons tous les deux être authentiques. Je veux voir ce qui peut naître de notre rencontre au-delà de nos positions initiales. Alors tu es dans une posture complètement différente. Et cette posture transforme radicalement la qualité de ce qui devient possible. Soudain, au lieu d'un débat stérile où chacun défend rigidement sa position, tu as une exploration partagée où deux intelligences se rencontrent pour découvrir ensemble quelque chose qu'aucune des deux ne possédait seule. Boris Cyrulnik parle magnifiquement de la résilience relationnelle, cette capacité que nous avons de guérir nos blessures à travers des rencontres humaines authentiques. Il raconte comment certaines personnes qui ont vécu des traumatismes terribles ont pu se reconstruire grâce à une seule rencontre profonde avec quelqu'un qui les a vraiment vus, vraiment entendus, vraiment reconnus dans leur humanité au-delà de leur souffrance. Ces rencontres transformatrices ne nécessitent pas des heures de conversation. Elles peuvent se produire dans quelques minutes d'échanges authentiques où quelque chose de profondément vrai est partagé et reçu. Et tu as le pouvoir de créer ces moments dans tes conversations quotidiennes si tu choisis d'être présent avec toute ton humanité plutôt que de performer avec ton ego social. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un vraiment, que tu laisses tomber tes défenses et tes masques pour simplement être là, présent, ouvert, curieux, tu offres un cadeau immense. Tu montres à l'autre qu'une vraie rencontre humaine est possible, que nous ne sommes pas condamnés à la superficialité, que nous pouvons nous toucher mutuellement dans nos profondeurs. Et maintenant, voici ce que tout cela signifie vraiment pour ta vie. Tu n'as jamais besoin de devenir quelqu'un d'autre pour maîtriser l'art de la communication intelligente. Tu n'as pas besoin d'acquérir des techniques sophistiquées. Tu n'as pas besoin de mémoriser des formules rhétoriques. Tu n'as pas besoin de devenir un performeur charismatique qui impressionne les foules. Tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est de devenir plus pleinement toi-même, de développer ta propre intégrité psychologique, de faire le travail d'individuation que Jung décrivait, de reconnaître et d'intégrer tes ombres, de réconcilier tes contradictions internes, de cultiver cette présence consciente qui naît du silence intérieur. Quand tu fais ce travail, quand tu te consacres à cette transformation intérieure, alors ta communication change naturellement, organiquement, sans effort.
Tes mots commencent à venir d'un lieu plus profond. Tes questions commencent à toucher des vérités plus essentielles. Ton écoute commence à percevoir des dimensions que tu manquais auparavant. Ta présence commence à créer des espaces où les autres peuvent enfin respirer, se révéler, se découvrir eux-mêmes. Le silence que tu as peut-être vécu comme un handicap révèle maintenant sa véritable nature. C'était une sagesse précoce, une protection nécessaire, un refus inconscient de la superficialité. Et maintenant que tu comprends cela, tu peux choisir consciemment quand parler et quand te taire, non plus par peur, mais par discernement. Tu peux reconnaître les espaces qui méritent ta parole et ceux qui ne la méritent pas. Tu peux offrir ta voix quand elle peut vraiment servir, vraiment élever, vraiment transformer. Et tu peux la retenir quand son utilisation serait un gaspillage d'énergie sacrée. Cette discrimination consciente, cette capacité à honorer le poids et la valeur de tes mots, transforme radicalement ta présence dans le monde. Les gens commencent à te percevoir différemment, non pas comme quelqu'un de timide ou d'incapable, mais comme quelqu'un de profond, de réfléchi, de substantiel. Et quand tu parles, quand tu choisis de partager ce qui vit en toi, tes mots résonnent avec une autorité naturelle qui ne vient pas de l'ego, mais de l'authenticité. Voilà la vérité libératrice que la psychologie profonde nous révèle. L'intelligence conversationnelle n'est pas une performance extérieure, c'est une maturité intérieure. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Et ce voyage pour le devenir, ce processus d'individuation, d'intégration psychologique, de développement de conscience, est précisément le travail le plus important de toute une vie. Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Et quand tu t'engages dans ce privilège, quand tu choisis consciemment de descendre dans tes propres profondeurs, de confronter tes propres ombres, de découvrir ta propre vérité unique, alors toutes tes relations se transforment naturellement. Tu n'as plus besoin de techniques de communication parce que tu communiques depuis ton être essentiel. Tu n'as plus besoin de stratégie d'influence parce que ton intégrité influence naturellement. Tu n'as plus besoin de performer socialement parce que ta présence authentique attire ceux qui résonnent avec ta fréquence véritable. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à transformer sa façon de communiquer, quelqu'un qui se sent peut-être incompris, invisible, incapable dans ses interactions sociales. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son silence n'est pas un défaut, que sa sensibilité n'est pas une faiblesse, que sa profondeur n'est pas un handicap. Quelle phrase t'a le plus marqué dans tout ce voyage que nous avons fait ensemble? Quelle vérité psychologique a résonné le plus profondément avec ton expérience personnelle? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux explorer plus profondément encore les mystères de la psyché humaine, les secrets de la transformation personnelle, les chemins de l'individuation jungienne, alors rejoins notre communauté de membres où nous créons un espace de conscience collective, où nous soutenons mutuellement dans cette quête de vérité et d'authenticité. Car au final, ce que nous cherchons tous à travers nos conversations, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas d'impressionner, ce n'est pas de dominer. Ce que nous cherchons tous au plus profond de notre être, c'est d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus dans notre humanité unique et irremplaçable. Et quand tu offres cela à l'autre, quand tu crées cet espace de reconnaissance mutuelle, tu ne fais pas que communiquer intelligemment. Tu accomplis l'acte le plus sacré de l'existence humaine. Tu permets à deux âmes de se rencontrer au-delà de tous les masques, de toutes les défenses, de toutes les peurs, et de reconnaître mutuellement leur essence commune. C'est cela, la vraie maîtrise du dialogue. C'est cela, l'intelligence conversationnelle authentique. C'est cela, l'art de parler qui touche vraiment l'âme.